Bonjour et bienvenue à cette vidéographie sur la mise en page des lettres commerciales selon les normes suisses. Je m'appelle Andrea Farias et je suis formatrice d'adultes en bureautique et en technique de secrétariat depuis une dizaine d'années. J'enseigne entre autres la mise en page des lettres commerciales justement et j'ai eu envie de réaliser cette vidéographie pour guider les personnes intéressées par ce thème, qu'elles soient mésapprenantes ou pas, mais ce thème est important et très utile, nous savons tous, hein. Autant à titre professionnel qu'à titre privé, c'est très important de savoir faire une lettre commerciale, de savoir mettre en page. Je vous souhaite donc beaucoup de plaisir à apprendre cette technique et à tout à l'heure. Voici le livre qui sert de référence à mes cours et à plusieurs formations en secrétariat en Suisse romande. Il peut être commandé et obtenu auprès du site de la SAP, c'est-à-dire www.asap.ch. Alors, j'entre maintenant dans le vif du sujet et puis j'aimerais rappeler quels sont les principaux éléments présents dans une lettre commerciale. Donc, comme ça, tous mélangés, on peut dire qu'il y a la signature de la lettre, le corps du texte, le lieu et la date, le destinataire, l'objet ou le concerne, l'expéditeur, les annexes et l'appel. Par appel, je veux dire monsieur ou madame, messieurs, etc. Alors, nous avons vu qu'il y a en tout cas 8 éléments qui figurent très couramment dans les lettres commerciales. La question c'est où est-ce qu'on les positionne dans les lettres? Qu'est-ce qui commence au départ? Qu'est-ce qui arrive à la fin de la lettre? La réponse est simple. On commence par l'expéditeur, en haut à gauche. Le lieu et la date viennent dans la même ligne à droite, basée sur une tabulation. Le destinataire vient un peu plus bas de la date, dans la même aussi du côté droit. Ensuite, il y a l'objet ou le concerne, l'appel, le corps de la lettre, c'est-à-dire le texte écrit, la signature et les annexes. Passons maintenant à la préparation du fichier informatique sur lequel on va taper la lettre. Tout d'abord, il faut préparer les marges du document et la tabulation. Donc, je pars du principe qu'on travaille avec Word, mais ça peut être LibreOffice, ça peut être Word pour Mac, etc. Et puis, les marges sont décrites à gauche, c'est-à-dire la marge de gauche, elle est un peu plus large parce que c'est où on fait la perforation pour ranger dans un classeur. Elles sont à 3,5 cm. Les marges de droite, du haut et du bas, sont à 2,5 cm, la même chose partout. La tabulation est aussi importante. Elle est une tabulation de gauche à 8,5 cm. C'est important de commencer le document par cette mise en page parce qu'elle va servir à tout le document. Il faut que ça soit fait avant de commencer à taper le texte. Ensuite, on passe à la définition des polices qui seront utilisées et les tailles. Les polices traditionnelles du courrier, utilisées dans le courrier, ce sont Arial ou Times New Roman. Vous voyez deux exemples de ces deux polices sur l'écran. En sachant que généralement on utilise la taille 12 et puis la taille 11 peut être utilisée si la lettre est trop longue pour éviter qu'elle saute sur 2 pages, on diminue un peu la police. Alors, nous démarrons la lettre par la saisie de l'adresse de l'expéditeur qui se trouve, comme vous voyez sur l'écran, en haut à gauche. L'expéditeur tel qu'il est maintenant présenté, on l'utilise plutôt pour des personnes privées, parce que les entreprises ont déjà des logos ou des chartes graphiques qui présentent leur adresse, leurs coordonnées, soit en haut, comme vous voyez, tout en haut dans la marge supérieure, la marge de gauche ou marge de droite, c'est comme l'entreprise veut. Mais en principe, l'expéditeur devrait être saisi à la position qu'on voit en haut et à gauche. Pour ce qui est du lieu et de la date, vous voyez, c'est la première fois où on utilise donc la tabulation dans la lettre à partir de l'emplacement de l'expéditeur. Si on saisit un expéditeur, on
tape une fois sur la touche tabulation et puis on arrive sur la tabulation de 8,5 cm où on tape lieu et date. Donc, lieu, par exemple, ça serait Genève, virgule, le 27 août 2000, blablabla, blablabla. À noter que le lieu et la date peuvent être positionnés à un autre emplacement de la lettre, en bas du destinataire, par exemple. Mais dans ce cas-là, il faut prévoir de la place pour que cet élément-là n'apparaisse pas sur la fenêtre de l'enveloppe utilisée dans les courriers professionnels. Nous parlerons plus en détail ensuite de la fenêtre de l'enveloppe utilisée dans le commerce et puis de ce qui peut figurer dans cette fenêtre ou pas. À titre d'exemple, vous voyez dans cette image deux enveloppes. À gauche, une enveloppe C5 où on peut insérer une page A4 pliée en deux. Et à droite, une enveloppe C5/6 où on peut insérer une page A4 pliée en 3. Ce que ces deux enveloppes ont en commun, c'est qu'elles ont une fenêtre dans laquelle on doit voir uniquement le destinataire et l'adresse du destinataire. Dans cette fenêtre, on ne doit voir ni la ligne du concerne de la lettre, ni la date et le lieu. Nous pouvons passer maintenant aux informations sur la position de saisie de l'adresse du destinataire. La première ligne, c'est-à-dire l'appel, ce qu'on appelait tout à l'heure monsieur, madame, messieurs, etc., la première ligne, ou bien le nom de la société, devrait se trouver dans la position verticale entre 4,9 et 5,3 cm. Nous verrons ensuite comment préciser exactement la position verticale, trouver le point où la position se trouvera entre 4,9 et 5,3 cm. L'important de savoir par rapport à l'expéditeur, au destinataire, c'est que la Poste suisse préconise qu'on utilise au maximum 6 lignes pour l'adresse. Donc là, dans l'image que vous voyez sur l'écran, il y a effectivement 6 lignes de destinataire. Et puis même si ces lignes ne sont pas saisies, parce que l'adresse peut prendre 3 lignes ou 4, etc., on doit séparer, réserver ces 6 lignes pour l'adresse, de façon à éviter qu'il y ait d'autres choses sur la fenêtre de l'enveloppe, telles que le concerne, la date, lieu et date, etc., qui ne devraient jamais apparaître sur la fenêtre de l'enveloppe. Pour avoir plus d'informations sur les consignes d'adressage d'une lettre, je vous recommande de consulter sur le site web de la Poste la brochure qui s'appelle Adressage correct. Nous allons approfondir maintenant le positionnement de l'adresse du destinataire dans une lettre commerciale. Comme je viens de dire précédemment, l'emplacement précis de l'adresse est important à cause de la fenêtre de l'enveloppe, pour éviter que d'autres éléments n'y apparaissent. Alors, l'important c'est de connaître dans son ordinateur la position verticale où se trouve notre point d'insertion. Là, pour savoir que la position, par exemple, si vous voyez sur mon écran, là maintenant, on voit que mon point d'insertion, il se trouve à 5 cm du bord de la feuille. Pour que cette information figure dans la barre d'état, qui est ce trait gris en bas de la page, de page de Word, vous devez activer la position verticale. Pour ce faire, vous devez donner un clic droit dans la barre d'état, dans un endroit vide, sans aucune information de la barre d'état. Vous ouvrez la fenêtre qu'on voit figurer à droite, c'est-à-dire personnaliser la barre d'état. Il y a plusieurs options de fonctionnalités qui peuvent apparaître, être activées, et puis il faut activer la position verticale. Quand vous faites ça, il suffit de faire ça une fois, et puis vous aurez toujours la position verticale affichée sur votre barre d'état de Word. En l'occurrence, c'est par là, dans cette position de la barre d'état, que vous devez surveiller quelle est la hauteur, la position verticale de la première ligne de votre adresse de destinataire. Comme j'ai déjà dit précédemment, l'adresse du destinataire, la première ligne,
doit être positionné entre 4,9 et 5,3 cm. Et puis, comme on a vu précédemment aussi, il faut réserver 6 lignes pour l'adresse du destinataire. Donc, dans mon image, il y a la première ligne qui est à 5 cm, et puis il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 6 lignes au total qui sont réservées pour l'adresse. Alors, une fois la saisie du destinataire effectuée, c'est-à-dire avec les 6 lignes préconisées par la poste, nous passons à la saisie de l'objet. Moi, je dis toujours qu'il faut laisser 3 espaces, comme on peut voir dans l'image ci-dessus, 3 espaces avant de saisir l'objet pour éviter que l'objet n'apparaisse sur la fenêtre de l'enveloppe, ce qui serait une très grande erreur. Par rapport à l'objet ou concerne, comme on appelait anciennement, on n'écrit plus ni objet ni concerne. On écrit le titre de la lettre en gras, c'est tout, sans souligner, juste en gras. Et puis, à part quelques exceptions, comme dans la justice, dans le médical, on n'écrit plus le mot concerne ni objet. Alors, passons maintenant à l'appel. L'appel, comme j'ai dit précédemment, cela concerne les monsieur, madame, messieurs, chère madame, etc. Donc, c'est la manière dont on va commencer la lettre pour nous adresser à notre destinataire. À savoir que l'appel qui est mentionné au début de la lettre, c'est le même qui doit être mentionné dans la formule de salutation à la fin. Veuillez agréer, madame, ou chère madame, ou monsieur, etc. Il faut que ça soit pareil. Et là, par exemple, je pense qu'à partir du concerne, de la ligne d'objet, on peut laisser 1, 2, voire 3 lignes. Ça dépend de la taille de la lettre. On peut laisser au minimum une ligne d'écart entre l'objet et l'appel, et puis le maximum dépend de la taille de la lettre. Je reprends maintenant le cas spécifique où le lieu et la date doivent être placés en bas du destinataire, au-dessous du destinataire et non pas au-dessus comme j'avais préconisé au départ. Il y a 2 occasions où cela peut arriver. La première, c'est quand les coordonnées de l'expéditeur qui sont déjà figées en tête de la page, par exemple le logo, l'adresse, téléphone, etc., et que cette zone prend de la place. Et si on ajoute le lieu et la date tout de suite au-dessous de cette zone d'en-tête, ça devient trop chargé et ça devient illisible, etc. Donc on doit éloigner le lieu et la date de la zone de l'expéditeur. Une autre occasion, c'est pour les personnes qui ont l'habitude de poser le lieu et la date en bas du destinataire. Il n'y a pas de contre-indication. Mais il faut prendre quelques précautions de toute façon. Quand on met le lieu et la date au-dessous du destinataire, il faut tout d'abord respecter les 6 lignes réservées pour le destinataire, même si elles ne sont pas occupées. On doit les laisser vides. Ensuite, il y a les 3 lignes qu'on ajoute pour séparer le lieu et la date de la fenêtre de l'enveloppe. Donc c'est la même chose que pour l'objet. Il faut laisser 3 lignes vides et à la 4e ligne, on commence à taper le lieu et la date. Et puis voilà, le reste devient décalé vers le bas, c'est-à-dire l'objet descend de 3 lignes, l'appel descend de 1 ou 2 lignes, etc. etc. Donc, la précaution qu'il faut avoir dans ce cas-là, c'est de s'assurer qu'à cause de ces 4 ou 5 lignes supplémentaires qu'on doit ajouter, parce que le lieu de la date est déplacé en bas du destinataire, si notre lettre ne dépasse pas la première page et ne doit pas sauter sur une 2e page uniquement à cause de ces 3 ou 4 lignes supplémentaires. Si c'est le cas, il faut positionner le lieu et la date, il faut les saisir en haut de la lettre, au-dessus du destinataire. Passons maintenant à la partie essentielle de la lettre, la plus importante, c'est-à-dire le corps de texte. C'est le contenu de la lettre. Disons que, idéalement, on devrait compter au moins 4 paragraphes pour la lettre, qui seraient, par exemple, l'introduction, par exemple, j'accuse réception de votre lettre, ou faisant suite à votre demande du blablabla. Ensuite, il y a un autre paragraphe qui serait le développement, où on pose une question, on demande une information, ou on transmet nous-mêmes une information. Ensuite, il y a une conclusion, par exemple,
pour clore la thématique qui a été, comment est-ce qu'on dit, développée dans le paragraphe d'avant. Et puis finalement, il y a la salutation. Veuillez agréer, madame, monsieur, où on reprend le même appel du début de la lettre, etc. Et on finit la lettre. Donc au minimum 4 paragraphes. Il faut que cette lettre, le corps de la lettre soit justifié, comme vous voyez dans l'image ici. Il y a l'alignement de la marge de gauche et de la marge de droite. Il faut que ça soit justifié. Une autre information, c'est toujours utile si dans une lettre, on met une partie en évidence, du style si on prend la partie la plus importante de la lettre, on la met en gras, si on la met en évidence centrée au milieu de la lettre, etc. C'est toujours très important parce que ça donne plus de visibilité au point crucial de la lettre. Et puis finalement, un autre détail, c'est qu'entre les blocs de paragraphes, il faut toujours avoir un espace, comme on voit sur l'image aussi. Mais il y a 2 manières de créer ces espaces. Une, c'est de créer nous-mêmes une ligne entre un paragraphe ou un autre, en faisant inter, etc. Et une autre manière, c'est d'utiliser la fonction qui met un espace après le paragraphe de, par exemple, 12 points ou 8 points ou 15 points. Nous allons explorer ces 2 possibilités tout de suite dans le slide qui suit. Voici donc comment ces 2 possibilités s'affichent sur l'écran. Donc l'option 1, c'est quand on a l'interligne 1 dans la lettre avec une ligne entre les paragraphes. Donc vous voyez une marque de paragraphe indiquant l'espace entre les paragraphes. On fait inter entre un paragraphe et l'autre. Et puis à droite, il y a l'option 2, c'est-à-dire l'espace après le paragraphe est déterminé à 12 points. Oui, il peut être déterminé à 6 points, à 8, à 15. Ça dépend de l'espace qu'on a dans la page à remplir. Et puis ici, dans l'option de droite, option 2, comme on voit, il n'y a pas de marque de paragraphe entre les paragraphes parce qu'il y a déjà un espacement prédéterminé de 12 points après le paragraphe. Cet espacement doit être déterminé uniquement dans le corps de la lettre et non pas dans toute l'étendue de la lettre avec l'expéditeur, destinataire, etc. Alors, voici un aperçu du ruban Word, où on trouvera les fonctionnalités dont on a besoin pour mettre en page le corps de la lettre. Tout d'abord, le texte justifié, on trouve dans le ruban, onglet Accueil, dans le groupe Paragraphe, et puis c'est le bouton qui est signalé en rouge, c'est-à-dire Justifié, alignement autant à gauche qu'à droite. Ensuite, quand je parlais d'interligne 1, on trouve cette fonctionnalité toujours dans l'onglet Accueil, mais maintenant, aussi la même chose qu'avant dans le groupe Paragraphe. Et puis, il y a le bouton Interligne et espacement, où on trouve interligne 1, 1.15, 1.5, etc., qu'on peut utiliser selon la taille de la lettre. Et puis finalement, si on opte pour la deuxième option, c'est-à-dire espacement après le paragraphe, on peut aller sur l'onglet Mise en page, sur le groupe paragraphe, sur l'espacement, et puis espacement après le paragraphe, on détermine si c'est 12 points ou 6 points ou 8 points, ça dépend de la taille de la lettre qui reste disponible. Alors, une fois le corps de la lettre terminé, on passe à la signature. Là, dans cet exemple, j'ai mis la signature avec le nom de l'entreprise mentionné, c'est-à-dire c'est quand j'écris, je dois saisir le nom de l'entreprise, l'adresse, etc. Quand il n'y a pas de papier en tête préparé, je dois répéter le nom de l'entreprise en bas comme c'est indiqué dans le modèle. Alors, je laisse 2, 3, 4 lignes entre le paragraphe de salutation et le nom de l'entreprise. Ça dépend de la taille de la lettre. Et puis, j'écris donc entreprise, blablabla. Je laisse 3 lignes vides. Et puis, à la 4e ligne, j'écris, par exemple, mon nom, mon prénom et mon nom, et ensuite ma fonction. Les 3 lignes sont obligatoires parce qu'il faut laisser de la place pour que la personne puisse signer manuellement la lettre. S'il n'y a qu'une ligne ou 2, elle n'a pas de place pour signer. Et puis, je vous rappelle que la signature doit être
faite au-dessus de prénom et non pas au-dessous. Il faut que ça soit clair. La signature doit être écrite à la main, faite à la main, entre le nom de l'entreprise et le prénom et nom de la personne. Ok, donc nous allons voir maintenant les deux options de saisie de signature dans une lettre. Sur la gauche, on voit que c'est une lettre où il n'y a pas d'entête fixe ou figée dans la charte graphique de l'entreprise. Donc on doit saisir nous-mêmes, entreprise, blablabla, adresse, etc. Dans ce cas-là, en bas, dans la zone d'adresse, on doit répéter le nom de l'entreprise, laisser les 3 lignes vides pour la signature, et à la 4e ligne, commencer à saisir le prénom et le nom de la personne qui a rédigé ou écrit la lettre, ou qui a conçu la lettre. Attention, il faut bien voir, on voit bien dans ce modèle de lettre de gauche que la tabulation est respectée, c'est-à-dire la tabulation de 8,5 qu'on avait prévue au début de la lettre, elle est utilisée pour le lieu, la date, le destinataire, l'entreprise, prénom et nom et fonction. Maintenant, on passe à l'exemple de droite, c'est-à-dire quand le logo de l'entreprise et l'adresse sont déjà figés, sont déjà écrits, déterminés en haut ou à un autre emplacement, on n'est pas obligé d'écrire une deuxième fois le nom de l'entreprise en bas parce que le papier et le logo de l'entreprise, les informations sont déjà contenues dans la lettre. Donc on commence directement sur prénom, nom, fonction, en apercevant une fois de plus que tout cela est déterminé par la tabulation en 8,5, c'est-à-dire lieu et date tout en haut en première ligne, destinataire dans la position 5 cm environ, et puis prénom, nom et fonction, ils sont tous alignés sur la tabulation de 8,5. Et puis finalement, nous passons maintenant à l'annexe, le dernier élément de la lettre. L'annexe ou les annexes doivent être mentionnés à la fin de la lettre. Et puis la position de l'information sur l'annexe doit être posée exactement à la dernière ligne de la page, avant de devoir passer à la page suivante. Donc si ce sont des annexes par exemple et qu'on doit mettre en ligne, on doit déjà faire un alignement s'il y a plusieurs annexes, de manière à ce que toutes les annexes soient alignées, mais surtout, il faut que la dernière annexe mentionnée soit à la dernière ligne de la lettre, de la marge de la page, avant de passer à la page suivante. Alors, voici arrivé le moment où nous pouvons voir la lettre qui est tout entière, faite, et puis à titre de révision, je vais passer en revue les éléments qu'on a vus séparément dans la lettre. Donc, je commence par les marges. On voit que la marge de gauche est un peu plus large que les autres. Les autres sont de 2,5, 2,5 et 2,5, c'est-à-dire haut, droite et bas. Et la marge de gauche, est à 3,5. Elle est plus large que les autres parce qu'il faut laisser de la place pour faire la perforation, pour ranger, pour placer cette lettre. Ensuite, la tabulation, on peut voir que tout est aligné sur la tabulation de 8,5 cm, c'est-à-dire lieu et date, destinataire, entreprise, prénom, nom, fonction, etc. On peut voir aussi que la zone de destinataire contient 6 lignes réservées pour l'adresse du destinataire, même si on n'utilise pas les 6 lignes parce que l'adresse est plus courte, on doit laisser les 6 lignes à cause de la fenêtre de l'enveloppe. Ensuite, il y a la zone objet qui est dégagée de la zone destinataire pour qu'elle ne figure pas dans la fenêtre de l'enveloppe. Il y a l'appel, il y a le corps de la lettre, il y a la signature dont on vient de parler. C'est-à-dire que pour la signature, entre le nom de l'entreprise, si on doit le saisir, et le nom, le prénom, la fonction, il faut laisser 3 espaces pour que la personne puisse signer à la main. Et puis finalement, l'élément annexe qui est tout en bas de la lettre. Voilà, après tout cet effort, on mérite de voir une lettre, le résultat de ce travail de mise en page. Et puis le résultat est... Non, il est là, il est de l'autre côté. Et puis on va voir petit à petit les éléments. Donc on commence par les marques de paragraphe. Donc les marques de paragraphe, ce sont ces symboles qu'on voit, soit le petit P à l'envers, comme j'appelle, soit des flèches. Et puis chacun indique une chose différente. Donc là, la marque de paragraphe indique
la marque de paragraphe de tabulation indique les tabulations qui ont été posées pour construire des blocs de texte qui respectent la tabulation de 8,5 cm qu'on avait posé pour toute la lettre. Ici, il y a le bloc de l'adresse du destinataire avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes réservées pour l'adresse, comme c'est préconisé par la Poste. Après, j'ai inséré 1, 2, 3 espaces pour écrire l'objet en bas, sans le mot objet, juste l'objet comme ça, le titre, le sujet de la lettre en gras. Et puis, de manière, ces 3 lignes ont l'objectif d'éloigner cet élément de la fenêtre de l'enveloppe qui est plus ou moins comme ça, comme je suis en train de dessiner. Ensuite, il y a l'appel, donc monsieur, qui est répété ici en bas dans la ligne de salutation, monsieur. Il y a 3 mises en évidence dans cette lettre, donc celle-là, une ligne de mise en évidence centrée et gras. Ici, il y a de la mise en évidence qui est un simple souligné, et dans cette partie, dans ce paragraphe, il y a une mise en évidence en gras. Donc là, c'est la lettre qui est prête à imprimer, disons comme ça. Voici donc le modèle de lettre qui va être imprimé. Donc comme vous savez, les marques de paragraphe ne s'impriment pas, c'est juste, ils sont affichés à l'écran pour nous aider à travailler. Le résultat de l'impression va être une lettre comme ça. Alors, voici un deuxième modèle de lettre, c'est-à-dire la lettre que vous voyez de ce côté-là. C'est une lettre aussi qui a été mise en page selon les normes. Là, on voit l'adresse du destinataire avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes avec la position sur 5 cm environ. Et puis là, il y a 1, 2, 3 espaces d'écart. La différence, bon, il y a quelques mises en évidence. Là, c'est une mise en évidence en gras, une autre mise en évidence soulignée, mise en évidence en gras. Et puis la différence de cette lettre par rapport à la lettre préalable, c'est que j'ai mis la date et le lieu en deuxième ligne de la lettre. C'est une autre possibilité aussi. On peut mettre la date en la première ligne, alignée toujours sur la tabulation à 8,5, ou on peut mettre un deuxième lieu, et puis elle est là. Le plus important, c'est que l'adresse du destinataire est bien isolée et encadrée pour apparaître sur l'enveloppe. Et puis voici enfin cette même lettre qu'on vient de voir avec les marques de paragraphe dans la scène précédente. Elle est là, mais elle est avec la version imprimable. Donc ça, c'est le résultat qu'on va avoir quand on imprime la lettre. Alors, on arrive au moment où on va voir ce qu'on a pu faire, les lettres qui ont été imprimées, et puis comment on peut les envoyer dans la fameuse enveloppe par la poste. Je prends la première lettre qu'on a vue précédemment, la première dont l'objet était ADSL, choix du fournisseur d'accès. Là, elle est là, la lettre. Et puis, elle est prête, elle n'a pas de marque de paragraphe visible, elle est prête à être signée, pliée et envoyée. La deuxième lettre, c'est celle-là. C'est la lettre dont l'objet c'est compte de crédit, numéro, blablabla. Elle aussi est bien elle est imprimée avec ce qu'on a vu sur l'écran, sans les marques de paragraphe. Donc, du côté des lettres, je suis prête. J'ai 2 enveloppes pour vous faire la démonstration qui sont semblables mais pas exactement pareilles. Celle-ci, c'est l'enveloppe format C5 avec fenêtre. Et puis celle-là, c'est l'enveloppe C5/6 avec la fenêtre aussi. On voit que les fenêtres sont à peu près à la même position. Dans l'enveloppe C5, on doit mettre une feuille A4 pliée en 2. Et dans l'enveloppe C5/6, on doit mettre une feuille A4 pliée en 3. Alors,
La différence de ces deux enveloppes, c'est que celle-ci, la C5/6, a été faite avec du papier blanchi, traditionnel, disons comme ça. Et puis la C5, elle est un peu plus foncée parce qu'elle a été faite avec du papier recyclé. Alors, je laisse les deux enveloppes là et je prends la première lettre qui est ADSL, choix du fournisseur. Je vais la plier en deux, tout simplement, pour l'insérer dans l'enveloppe C5. Allez, on y va. Donc, texte tourné vers l'extérieur, bien évidemment. La lettre est pliée en deux. Je prends l'enveloppe, j'insère la lettre, et puis, bon, je peux fermer la lettre aussi. Oups. Comme ça, on peut contrôler que l'adresse est bien encadrée dans la fenêtre. Mission accomplie. Première lettre approuvée. La deuxième lettre, c'est la lettre compte de crédit, va être pliée en 3. Alors, pour plier la lettre en 3, il faut que je la pose sur la table, comme ça le côté de destinataire-expéditeur tourné vers moi. Et puis, il faut que j'imagine que cette lettre pliée en 3, c'est-à-dire que je vais prendre la page A4 et puis je vais la diviser en 3 sections. Je prends la première section, c'est la partie où il y a l'adresse de l'expéditeur et du destinataire, c'est la première que je vais plier. Je la plie et puis je mets approximativement sur un tiers de la page. Donc, la première partie est faite. La troisième partie sera pliée aussi. Et puis, ce pliage aura la forme d'un accordéon, comme ceci. Cette partie-là, je vais insérer dans l'enveloppe C5/6 devant. Ouvrir l'enveloppe, je l'insère là, dedans. Voilà. Je ferme la lettre. OK. Et puis, voici l'enveloppe avec l'adresse qui est bien cadrée, qui est bien en place pour l'expédition postale. Mission accomplie, les 2 lettres sont prêtes à envoi. Nous arrivons alors à la fin de cette formation sur les lettres commerciales. J'espère que ce que vous avez appris sera utile pour votre utilisation professionnelle ou privée. Et puis, je reste à votre disposition, à mon email subventionné pour tout commentaire et pour tout échange. Merci, à bientôt.